Je devais me rendre ici pour soutenir les habitants de Kherson, pour qu'ils voient que nous tenons parole. Nous sommes revenus, nous avons hissé notre drapeau. Voilà ces images très émouvantes. Charlie Nurel, vous êtes à Krivri avec Axel Charles Messens. On vient de voir ces images ensemble, très symboliques, très fortes, alors que la région reste dangereuse. Vous y êtes, vous êtes tout près de Kherson. Exactement, la région reste dangereuse déjà parce qu'il y a eu des tirs d'artillerie des deux côtés le long du Dniepr. Vous savez, c'est notamment à cet endroit que se sont retirées les forces russes qui tirent sur l'artillerie ukrainienne. Alors en revanche, c'est quand même assez loin de Kherson. Pour l'instant, cette ville de Kherson est assez paisible et vous l'avez vu aujourd'hui avec cette visite du président Volodymyr Zelensky qui est venu sans gilet pare-balles, sans casque, comme à son habitude, forcément. Et puis surtout ces images assez émouvantes parce que ça traduit ce qu'on a vécu aussi ces 2 derniers jours avec la population là-bas, cette joie, cette fierté, mais surtout ce soulagement qu'il y avait sur cette place de la liberté de Kherson. Et Volodymyr Zelensky, c'est un symbole aussi lorsqu'il franchit l'entrée de la ville parce que c'est réellement la libération de Kherson, cette grande ville, la plus grande ville qui était sous occupation russe. Donc vous comprenez que forcément, que ce soit pour les militaires ou bien pour la population, c'était extrêmement symbolique de voir Volodymyr Zelensky arriver. Merci beaucoup Charlie Nurel, donc à Krivri, tout près de Kherson. C'est d'ailleurs la ville natale de Zelensky. Bon, c'est vrai que c'est émouvant, c'est vrai que ça a un côté libération de Paris. Enfin, pour nous, ça nous parle beaucoup. Ah, puis ça traduit un double échec absolument catastrophique de Poutine. Vous vous rendez compte qu'il avait réussi à ne conquérir que 2 villes relativement importantes, dont Kherson. Kherson, il a été obligé de s'en retirer, puisque la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, comme dit mon maître en géopolitique Yves Lacoste, et donc il se retire derrière le Dniepr, qui est un fleuve très large, donc il va pouvoir bénéficier d'un fossé anti-char de plusieurs centaines de mètres. Donc d'abandonner l'une des 2 villes importantes qu'il avait conquises, Poutine. Premier point. Deuxième point, c'est le fameux nazi, dans la propagande poutinienne, soutenu par un Occident décadent, je continue à mettre les guillemets, qui aujourd'hui vient trôner, triompher et crâner avec son hymne national à Kherson même. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, souvenez-vous que Kherson a été officiellement annexé. Ouais. C'est-à-dire que là, Poutine s'est retiré d'un territoire qu'il avait lui-même annexé. Donc là, je crois qu'on atteint, je ne sais pas si on boit le calice jusqu'à la lie du côté du Kremlin, mais enfin, en tout cas, on n'en est pas loin, parce que là, il n'y a absolument rien à défendre du point de vue du bilan provisoire militaire. Alors on peut et imaginer, politique de Poutine. on reviendra sur les intentions des Russes, on peut imaginer que les militaires lui ont promis qu'ils allaient être meilleurs sur d'autres fronts et rééquilibrer le rapport de force. Mais du côté ukrainien, on peut aller jusqu'où maintenant? Parce que il n'est pas question d'arrêter la guerre. C'est le message que donne Zelensky, tout en disant on est prêt à discuter avec les Russes qui veulent la paix. Donc, bon, on sent bien que c'est crucial ce qui se passe à Kherson parce que ça peut être un tournant. Mais en même temps, les Ukrainiens sont aussi, galvanisés par cette victoire. Oui, et votre question est centrale. Et là, on aboutit à quelque chose d'extrêmement délicat, voire inquiétant. Après Kherson, c'est la Crimée. Et je pense que les Occidentaux ont déjà averti M. Zelensky qu'on n'irait pas jusqu'à la Crimée. Et je pense que la Crimée, c'est la ligne rouge absolue pour non seulement Poutine, mais les nationalistes russes de manière générale, et au fond, peut-être pour la grande majorité de l'opinion publique russe. Je rappelle que la Crimée a été conquise puis annexée dès 2014. Pareil pour l'Est du Donbass, mais enfin c'est un petit peu différent et c'est moins emblématique. Maintenant, comment convaincre Zelensky et son entourage et les forces nationalistes ukrainiennes qui existent aussi, il ne faut pas les négliger. Et ultranationalistes aussi. Ultranationalistes, absolument, d'abandonner finalement, de ne récupérer que
encore une fois entre guillemets, les territoires conquis depuis le 24 février 2022, mais en abandonnant du coup ceux qui avaient été conquis auparavant. Là, je pense que l'heure de vérité politique et stratégique pour Zelensky va se poser, alors sans doute au printemps, parce que l'hiver, encore une fois, géographie oblige, en hiver, même si pour l'instant c'est un peu l'été indien en Ukraine, l'hiver à moins 20, moins 30, moins 40, il n'y a pas d'offensive militaire importante. Je pense que les 2-3 prochains mois seront vraisemblablement gelés sur le plan militaire, et du coup, parallèlement, sur le plan politique et diplomatique, on va instaurer sans doute davantage de canaux de négociation en tentant du côté occidental de convaincre Zelensky d'une façon ou d'une autre de ne pas aller jusqu'à la Crimée. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'à partir de maintenant et de la reprise de la ville de Kherson, des discussions commencent de façon informelle et de toutes sortes de canaux qui pourront aboutir au printemps prochain à une ouverture officielle de négociations si cela se passait correctement. Et notamment, il y aurait là-dedans une volonté de la part de l'Occident de convaincre Zelensky de ne pas aller jusqu'à la Crimée. Oui, mais d'abord, on n'est pas certain de réussir à le convaincre. Et si jamais il quitte le pouvoir parce qu'il est en déposé... Il peut être balayé, oui. Il peut être balayé, mais bien sûr, par des gens qui... des Ukrainiens, cette fois-ci, ce ne serait pas par des Russes, mais par des Ukrainiens, qui considéraient que décidément, il est devenu un petit peu faible. Bon. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est l'absence d'un accord de paix, parce qu'on imagine comme difficilement un Poutine, en tout cas encore au pouvoir, accepter de faire la paix avec un régime prétendument nazi, qui devait, quelques mois auparavant, dégager facilement. Ça, je crois que ce sera difficile. Et de reconnaître, du coup, par là même, l'existence d'une véritable conscience nationale ukrainienne. Exactement, ça c'est difficile. Et pour l'Ukraine, admettre un accord de paix sans récupérer donc les territoires annexés en 2014, je pense que ça sera difficile aussi. En revanche, je suis assez optimiste sur la possibilité qu'il y ait finalement une espèce de cessez-le-feu constant, durable, pas forcément toujours respecté. Après tout, un conflit de basse intensité, on l'a déjà vu en Crimée dans le Donbass, et dans d'autres lieux dans le monde. Oui, mais... Bon, là, on voit ce que dit, par exemple, David Arkamian, qui dirigeait la délégation ukrainienne à Antalya au tout début, quand il y a eu un semblant de négociation au tout début de la guerre, que ça a duré 2 jours et puis ça s'est fini. Bon, là, il a parlé aujourd'hui, il a dit les conditions seraient la restauration de l'intégrité territoriale, la compensation de toutes les pertes subies, la traduction en justice des criminels de guerre et des garanties effectives que cela ne se reproduira plus. L'enjeu, c'est que cela ne se reproduise plus, y compris pour nous, occidentaux, y compris pour les Américains, y compris pour tous ceux qui ont mis, d'abord pour les Ukrainiens qui ont payé de leur sang, mais aussi pour tous ceux qui ont mis leur énergie à combattre cette invasion. Si en fait il y avait une forme de cessez-le-feu et comme vous le dites, un conflit de basse intensité, c'est ce qui s'est passé depuis 2014, le résultat c'est qu'un jour, Poutine est revenu et il est arrivé avec 100 000 hommes massés à la frontière et il a voulu prendre Kiev. Il n'y a pas réussi. Mais est-ce que c'est ça l'objectif ? Ça ne peut pas être un objectif audible parce que c'est satisfaisant pour personne. Alors l'objectif, ce serait satisfaisant pour Poutine parce que là, il a quand même croqué entre 10 et 15% du territoire ukrainien. Donc, oui, mais pas pour les Ukrainiens. Donc, pour les Ukrainiens, non, mais c'est bien ça la grande difficulté. Moi, je suis à peu près convaincu que ce serait, du fait du rapport de force militaire brut, quelque chose de possible. Après tout, l'Ukraine va continuer à bénéficier des armes et des financements occidentaux, et l'Ukraine va être reconstruite par les Occidentaux. L'armée ukrainienne, elle monte en force, on le voit ces derniers mois, et manifestement, ce n'est pas prêt de se tarir. Par conséquent, vous avez raison de dire, mais il ne faut pas que ça se reproduise, mais pour le coup, l'armée russe, qui semble absolument épuisée, d'abord du point de vue du moral très faible, objectivement, de ses soldats, et de la vétusté, et finalement de la rareté, quelque part, sauf sur l'artillerie, de ces matériels militaires, elle ne pourrait pas reprendre les hostilités. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il peut y avoir... Pendant quelques temps, mais dans le fond, bon, ça rappelle d'autres conflits, mais est-ce qu'il n'est pas temps d'aller au bout et de le régler ? Parce qu'il y a eu tant de morts. Que rester un peu à mi-chemin ou en tout cas pas le régler définitivement pour que l'Ukraine puisse vivre sereinement et que Poutine entende que ça n'est pas pour lui. Est-ce que ça n'est pas l'occasion ? C'est ce que plaideront un certain nombre d'Ukrainiens, bien sûr. Mais est-ce que pour les alliés de l'Ukraine, ça n'est pas aussi un objectif ? D'un point de vue humain, vous avez raison. Du point de vue strictement géostratégique, hardcore, notamment au Kremlin, je ne crois pas que ce soit satisfaisant ni possible. Or, autant la Russie n'a pas pu, et je pense ne pourra pas, conquérir ou tenter de reconquérir l'Ukraine, autant ce qu'on livre à l'Ukraine ne permettra pas
d'entrer, aux forces d'Ukraine d'entrer en Russie. De toute façon, ce n'est pas leur objectif. C'est absolument pas l'objectif. Évidemment. Oui, vous allez- mais donc on en revient à quelque chose qui... Alors vous dites, pour un certain temps, mais vous savez, tout dure un certain temps. C'est-à-dire que vous avez des cessez-le-feu qui ont duré, prenez le cas du fameux plateau du Golan entre Israël et la Syrie, un conflit qui n'était même plus de basse intensité, où il ne se passait rien, mais sans néanmoins qu'il y ait processus de paix. Bon, ça a duré des décennies, d'ailleurs ça continue. En Afrique subsaharienne, vous avez eu aussi ce genre de problème, voire même à Chypre, même si la situation est différente. Ouais. Moi, En je fait, crois c'est Chypre, davantage... ça pourrait ressembler à la situation à Chypre. Quelque part, voilà. C'est la raison pour laquelle moi je crois davantage à cela. Mais vous savez, il vaut toujours mieux une mauvaise paix qu'une bonne guerre. C'est-à-dire qu'un conflit qui serait gelé pour l'essentiel, sans qu'il y ait reconnaissance de la part du Kremlin, pour l'instant, en tout cas malheureusement, d'une conscience nationale ukrainienne, je pense que c'est plus crédible. C'est pas génial, mais ce serait plus crédible objectivement qu'un accord de paix dès le printemps prochain. Alors, du côté russe, comment ça se passe? Nous allons rejoindre Jérôme Garraud, qui est sur le front côté russe. Vous avez été, Jérôme, aujourd'hui avec Elena Dabak et Michael Merl dans l'oblast de Kherson, côté russe. Vous avez vu les fameuses dents de dragon, c'est-à-dire le moyen de défense anti-char des Russes. Et ils ont été transportés. Vous avez vu les tranchées être creusées. Oui, c'est vrai qu'on a vu ces plots en béton, ces fameuses dents de dragon, tous ces outils de terrassement aussi qui étaient amenés. À certains égards, on a le sentiment qu'on est en train de passer dans une nouvelle phase de la guerre où, à l'approche de l'hiver, l'armée russe fortifie un petit peu ses positions. Après, il faut être très prudent, hein. Là, on parle vraiment d'un endroit précis à un instant T. Nous, on est dans une position assez particulière puisqu'avec notre équipe, on est vraiment dedans. On est mêlé pendant des centaines de kilomètres au va-et-vient du matériel avec les chars d'assaut, les camions, etc. Donc, quand vous êtes collé comme ça, c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble, hein. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de journalistes travaillent aussi avec des vues satellites. Voilà, alors c'est évidemment des images rares que vous avez, car les journalistes n'ont pas du tout accès à ces zones. Oui, alors déjà, c'est pas simple du tout d'entrer en Russie, encore moins dans ces zones tenues par l'armée russe, mais cet oblast de Kherson, c'est vraiment l'endroit le plus inaccessible, hein. Ça a toujours été difficile d'accès, mais aujourd'hui, c'est devenu quasi impossible. D'ailleurs, il ne faut pas imaginer qu'on se balade comme ça. Certes, on est quand même relativement libre, hein. Je voyage avec toute mon équipe, on est dans notre voiture, sans escorte militaire, c'est important. Mais sur la route, vous avez des dizaines de barrages et de checkpoints. Nous, on a toutes les accréditations nécessaires parce qu'on vient très souvent ici depuis le début du conflit. On s'est même rendu à Kherson avec l'armée russe il y a 6 mois. Bon, voilà, on a l'habitude de travailler ici. Eh bien, même avec tout ça, même avec toutes ces accréditations, on a été retenu parfois assez longtemps, plusieurs heures, sur ces checkpoints pour faire des vérifications. Et dans l'absolu, ce n'est pas très étonnant. On est sur un terrain de guerre et ce n'est pas la même guerre qu'il y a 8 mois pour les Russes. Donc toute cette zone est vraiment surveillée très, très étroitement. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a constaté. Merci beaucoup, merci Jérôme Garraud, avec Elena Dabak et Michael Merl, donc dans cette partie, dans l'oblast de Kherson, que vous avez pu parcourir côté russe, et c'est très précieux parce que c'est extrêmement rare. Voilà, on voit bien la tension qui règne et en même temps la volonté d'établir des lignes de défense renforcées. Oui, ce qui indique d'ailleurs que la capacité offensive de la Russie aujourd'hui est nulle. Elle a été anéantie. Alors je ne dis pas qu'elle ne retrouvera pas de la vigueur dans quelques années, je n'en sais rien. Mais enfin aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une espèce de ligne Siegfried, donc avec non pas des fossés anti-chars qui seront défendus eux-mêmes par des dispositifs de béton, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'a jamais empêché à la fin du XXe siècle et même au début du XXIe siècle des chars de passer. Enfin, c'est bon. Donc tout cela est extrêmement fragile. Les Russes comptent aussi, je le disais tout à l'heure, sur la largeur du fleuve Dniepr. Ça indique bien qu'ils craignent au printemps une nouvelle offensive de l'Ukraine, tandis que eux, manifestement, en se barricadant derrière à la fois cet élément naturel et ces éléments en béton, ne reviendront pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie qui dit que peut-être le patron de l'offensive russe aurait promis à Poutine, en fait, en échange de ce retrait en relatif bon ordre de Kherson, de multiplier, d'être beaucoup plus fort sur son offensive dans le Donetsk, dans le Lugansk, autour de la ville de Bakhmout qui est encore détenue par les Ukrainiens, pour compenser un petit peu cet échec, quoi. Alors, est-ce que c'est encore possible ? En tout cas, voilà plusieurs mois que la Russie nous a pas démontré qu'elle avait encore les capacités offensives d'y aller. Motivation de ces troupes manifestement faible. Ceux qui ont été appelés ont fui par dizaines ou par centaines de milliers, on l'a vu il y a encore quelques petits mois. Les blindés qu'on a vus sont franchement des blindés très vétustes, hein, ça je peux vous le garantir. Donc on n'a pas le sentiment. Les drones sont achetés à l'Iran et ce sont des drones rudimentaires. Donc pour l'instant, en tout cas, à moins que cet hiver
La Russie passe commande d'armes extraordinairement performantes. Je ne vois pas très bien à quel état. Et par exemple, la Chine refusera catégoriquement de lui en donner, comme la Chine ne lui en a jamais donné depuis le 24 février. Je ne vois pas très bien ce qui reste comme fournisseur Mais en potentiel. revanche, elle approfondit ses relations avec l'Iran. Non, c'est vrai, mais d'un point de vue strictement militaire, c'est pas très sérieux. Encore une fois, à part des drones rudimentaires, c'est pas l'apport. Justement, là encore, pardon, mais c'est l'illustration de la faiblesse de la Russie. Vous vous rendez compte, une grande puissance militaire à laquelle on a d'ailleurs tous cru, et j'en prends ma part, hein, on a surestimé la modernité de l'armée russe, sans doute d'ailleurs parce qu'on en était resté au bombardement sur Alep, à la conquête de Pikrokolin, territoire en Géorgie en 2008, et à la Crimée, la conquête de la Crimée, mais de toute façon qui était peuplée de Russes. Bon, tout ça a été extrêmement facile, sauf que là, en face, il y avait une armée très sérieuse qui était l'armée ukrainienne. Alors, est-ce que ça vaut la peine, comme l'a dit Emmanuel Macron, il l'a dit aujourd'hui, de parler avec Poutine? Il a dit qu'il allait l'appeler à la fin du G20. Moi, je considère que ce n'est jamais inutile. Tout dépend de ce qu'on dit à l'adversaire. En l'occurrence, c'est pas un ennemi, mais c'est quand même un adversaire sérieux. Bon, tout dépend de ce qu'on lui dit. Encore une fois, inversons le postulat. Si on ne le fait pas, et si Emmanuel Macron, le président de la principale puissance militaire de l'Union européenne, ne le faisait pas, alors là, on pourrait pour le coup nous critiquer lorsqu'il y aurait des coups de force de Poutine, parce qu'on pourrait dire, et à bon droit, on n'a pas cherché à établir une relation avec lui. Maintenant, s'il nous ment, s'il nous trompe, comme ça a été le cas ces dernières années, très manifestement, tout le monde le dit, pas seulement Emmanuel Macron, eh ben, on en prend acte, oui. On en prend acte exactement. Et puis, en face, on lui oppose des sanctions extrêmement importantes. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques mois. Mais il y a bien un moment où il faudra obtenir un cessez-le-feu, au moins un cessez-le-feu, voire un accord de paix. Mais encore une fois, j'y crois moyennement pour l'instant. Et avec qui on va discuter ce cessez-le-feu? Avec qui? Avec un Martien? Non, avec Vladimir Poutine. Pour l'instant, il est encore au pouvoir. Donc je pense que ce n'est jamais inutile. Il ne s'agit absolument pas d'obtempérer ou de souscrire à ces représentations fantasmatiques nationalistes, mais il s'agit de tâter le terrain pour voir si, au regard des nouveaux rapports de force qui lui sont défavorables, enfin, il entend raison et il accepte d'une manière ou d'une autre un cessez-le-feu. Donc un dialogue, maintenir un contact. Bon, on sait que les Turcs le font aussi, qu'il y a d'autres pays qui le font, non ? Oui, il y a plusieurs pays qui le font. Alors la Turquie a surtout accueilli pour l'instant. Ouais. Chez elle, vous évoquiez tout à l'heure Antalya, c'est en Turquie. La Turquie a surtout accueilli des pourparlers. Bon, pour l'instant, ça n'a pas marché. Moi, je pense que c'est un truc entre grandes puissances. Moi, je pense qu'à la fin des fins, on a pensé à un certain moment à l'entremise d'Israël avec l'ancien Premier ministre et d'autres États, disons, modestes par rapport, ou éloignés, voire éloignés de la zone. Moi, je crois qu'à la fin des fins, ça se décidera à Moscou, à Washington et à Pékin. Oui, ce sont les trois capitales. As usual, comme d'habitude. Et notamment à Washington. À Washington. Par rapport aussi aux Ukrainiens. Mais évidemment, sauf qu'il faudrait que ça puisse se faire aussi à Paris, ou en tout cas à Bruxelles, c'est-à-dire que l'Europe, enfin, se saisisse, enfin je dis enfin, à cause ou grâce à M. Poutine, pour le coup, se saisisse de cet instrument de puissance extraordinaire qu'est la dimension stratégique, non pas seulement économique. Il faut que l'Europe devienne une Europe puissance. Oui, mais est-ce qu'on a progressé là-dessus, à votre avis ? Je pense qu'on n'a pas progressé là-dessus, parce que d'abord, toute l'Europe orientale ne jure que par l'OTAN et les États-Unis. On l'a bien vu avec les Polonais, les Baltes, les Tchèques, etc. Deux, beaucoup plus grave, les Allemands achètent du matériel exclusivement américain et ils vont continuer. Et enfin, la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, ça ne vous aura pas échappé, n'est plus dans l'Union européenne, donc il va falloir ramer. Mais je pense que c'est un objectif qui reste extrêmement fondamental. Oui, mais on a l'impression que malgré tous les efforts et malgré justement Poutine qui était très agressif, on a eu l'espoir que cette défense européenne, que cette conception géopolitique de puissance européenne prévale. Et en fait, on peut dire que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le traité de Rome, c'est 1957. Il a fallu plusieurs décennies pour arriver à une véritable Union européenne dans les années 90. Il faudra peut-être plusieurs décennies pour aboutir à une Europe puissance. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est l'heure bien sûr de rendre à Julien Arnaud, de lui demander un peu quel œil sur le monde il porte ce soir avec ses experts. Bonsoir, rebonsoir Julien. Ce soir, c'est évidemment cette visite de Volodymyr Zelensky, ce symbole de l'hymne national ukrainien chanté autour du président ukrainien à Kherson. C'est évidemment l'image du jour et la scène du jour sur laquelle on va revenir largement en route avec nos experts dans Un œil sur le monde tous les soirs. Vous le savez, les meilleurs connaisseurs des questions
de géopolitique et de défense. Didier François est avec nous, il va nous aider à comprendre ce qui se passe sur les nombreuses cartes qu'on va vous proposer dans quelques instants. Et c'est vrai qu'il y a plein de points à éclaircir avec lui parce que ça n'arrête pas de bouger. Il ne faut pas croire que la situation s'est figée ce week-end avec la prise de la rive droite de Kherson. Pas du tout, ça a beaucoup évolué depuis. Et on va vous le montrer dans quelques instants avec également l'éclairage du général de Bavinkov qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Et puis sur les questions davantage politiques et géopolitiques, Galia Kerman est avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup. Journaliste, écrivaine, historienne, co-directrice notamment du Livre Noir de Vladimir Poutine, le grand absent de la séquence du moment. Vladimir Poutine qui ne s'est pas rendu en Indonésie pour le G20 et qui n'a pas vraiment dû goûter cette fameuse scène. Donc c'était ce matin à Kherson, une bonne partie de la journée d'ailleurs, le président Zelensky qui chante l'hymne ukrainien. Et voilà donc l'hymne qui retentit pendant que le drapeau est hissé sur la grande place de Kherson, ville dans laquelle on n'avait plus le droit de chanter cet hymne ukrainien. C'est évidemment une scène particulièrement forte qu'ont vécu les habitants. Charline Hurel, vous qui êtes sur place en direct, on imagine que c'est un moment qui a dû galvaniser encore un peu plus les troupes ukrainiennes et les habitants de la région. Le mot, c'est la fierté d'avoir cette ville qui revient côté ukrainien, contrôlée par les Ukrainiens. Le soulagement aussi, après 8 mois d'occupation, ça c'est pour les habitants. Le soulagement aussi pour les militaires qui se sont battus pendant plusieurs mois sur ce front de Kherson. Donc voilà, évidemment, on ne peut qu'imaginer à quel point c'était symbolique. Volodymyr Zelensky qui a eu ces mots à la fois pour les habitants, qui les a rencontrés, et puis ces militaires à qui il a décerné des médailles. Quand on dit que c'est symbolique, c'est aussi parce que c'est une reconnaissance, plus que ça, c'est-à-dire que c'est l'autorité suprême ici en Ukraine, le chef des armées. Et évidemment, comme nous le disaient les habitants lorsqu'on les a vus ces 2 derniers jours, on n'y croyait plus, on ne pensait plus que c'était possible que Kherson redevienne sous contrôle ukrainien. On ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Imaginez-vous, un matin, il y a des habitants qui se réveillent et qui nous disent il y a des soldats ukrainiens dans la ville. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ces uniformes. Pour vous, on n'a pas de mots pour décrire à quel point c'était fort. Donc voilà, ce mélange d'émotions, en tout cas, qui est présent depuis 3 jours et encore plus présent aujourd'hui avec cette cérémonie. Ouais, 3 jours que vous nous avez fait vivre, évidemment, en compagnie d'Axel Charles Maisance. Vous restez avec nous, Charline, on vous retrouve dans quelques instants. D'abord, le message ici général que veut envoyer le président Zelensky, quand il vient aussi vite, c'est une façon de dire non seulement la zone est reprise, alors qu'on pensait que peut-être il y avait un piège, que peut-être ce retrait des Russes était trompeur. Non seulement ça n'était pas trompeur, mais la zone est déjà safe, sécure. Il n'a pas de gilet pare-balles, le président Zelensky, sur ce qu'on vient de voir. Le président Zelensky, depuis le début, fait preuve d'un grand courage. Le courage d'un chef d'État qui comprend que les enjeux sont des enjeux absolument décisifs pour son pays, pour sa culture, pour sa nation, pour son peuple. Et donc, depuis le début, ce qui nous frappe tous, et on en parlait juste avant de venir sur le plateau, ce qui nous frappe tous, c'est justement la posture qu'il a adoptée et qui correspond, on sent bien qu'il y a un homme qui s'est révélé à la faveur de grands événements. Et dans ces grands événements, il a été à la hauteur des événements et il continue de l'être. Est-ce que ces scènes, Galia Kerman, elles sont vues en Russie ou pas ? Pas sûr. En Russie, on voit surtout des talk-shows où les commentateurs ne savent pas trop quoi dire. On a déjà montré sur cette antenne la déclaration d'un expert qui a dit que si on approuve le départ de Kherson, ça veut dire qu'on a laissé le territoire russe. Et donc,
c'est passible de prison d'affirmer ça, parce que c'est une atteinte à l'intégrité territoriale. Et si on désapprouve, c'est qu'on critique l'armée, ce qui est également passible de prison. Et donc, essentiellement, il y a des soupirs, mais beaucoup de gens, quand même, qui ont des VPN, regardent les médias russes maintenant qui prolifèrent depuis l'étranger en faveur de ce départ massif, qui regardent aussi des médias occidentaux et qui, même s'ils ne se prononcent pas ouvertement, comprennent que ça va pas très fort. Et dernière chose, vous savez, l'un des idéologues de l'eurasisme qui a été extrêmement agressif depuis plusieurs années vis-à-vis de l'Ukraine, déjà en 2014, il disait des horreurs absolues sur l'Ukraine, c'est donc Dugin. Et donc Dugin, il y a 2 jours, il a publié sur sa chaîne Telegram, ensuite il l'a effacé, quelque chose qui signifiait en fait qu'il pense que puisque Poutine n'a pas tenu ses promesses, il doit être éliminé. Ah oui. Ni plus ni moins. Ah oui, ça commence à aller effectivement très très loin. Et donc ensuite, il a retiré ça, mais bien sûr, il y a des captures d'écran. Ouais. Et cela veut dire que maintenant, il y a tout un courant, disons, de l'extrême chauvinisme qui aimerait des mesures plus radicales, auxquelles probablement la Russie et l'armée russe n'est pas capable. Et cela déstabilise Poutine. Et puis, bien sûr, il y a le camp qui a toujours pensé, parmi les oligarques, parmi tout le bloc économique, qui pensait toujours que cette guerre était une immense erreur, mais qui pour l'instant ne se prononce pas parce que, en fait, la seule alternative à la continuation de la guerre est de se retirer complètement, reconnaître ses erreurs. Et aujourd'hui, comme tout le monde sait déjà, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution pour adopter le principe des réparations dues par la Russie à l'Ukraine. Ce n'est pas un document contraignant, mais ça veut dire quand même quelque chose. Alors, vous nous dites, Galia Ackerman, que Vladimir Poutine est victime des promesses non tenues. De l'autre côté, Volodymyr Zelensky, lui, il insiste beaucoup sur les promesses tenues. Voici ce qu'il répond quand on lui demande si ce n'est pas un peu risqué de venir comme ça aussi vite à Kherson. Les pastèques de Kherson. Comment aurais-je pu passer à côté? Sincèrement, tout le monde prend des risques. Les militaires prennent des risques tous les jours. Les journalistes prennent des risques. Je devais me rendre ici pour soutenir les habitants de Kherson, pour qu'ils voient que nous tenons parole. Nous sommes revenus. Nous avons hissé notre drapeau. Et humainement, tout simplement, j'avais besoin de ressentir cette énergie, ces émotions de la part de la population, car cela motive et c'est très important. Importance de dire nous tenons notre parole. On voit bien, Didier François, comment Volodymyr Zelensky ici fait tout pour essayer d'entretenir la flamme, la dynamique dont vous nous parlez souvent du combat et de la résistance. Mais parce que c'est la sienne. D'abord, il faut quand même savoir, nous, dès jeudi soir, on avait des informations comme quoi il voulait y aller. Jeudi soir. Ouais. C'était il voulait y aller dès les premières heures. Il a commencé à en parler, non, il parlait pour le lundi. Donc ça fait déjà... Donc, après, y compris, il y a Zaloujny qui est avec lui. Hein, parce que cette cérémonie est belle, il y a les deux. Hein, il y a le chef Zaloujny, c'est le chef d'état-major. Et lui. Donc qui sont tous les deux. Mais je pense que les deux ont... Enfin, rappelez-vous, quand les Russes sont entrés à Kherson en mars, il y avait des manifestations de gens de Kherson avec les drapeaux ukrainiens qui mettaient leur corps devant les blindés russes et les soldats russes qui rafalaient en l'air pour essayer de les faire partir. Là, c'est l'inverse. On voit bien que c'est une libération. Les gens, alors là, c'est la cérémonie, donc ça ne se voyait pas, mais depuis quelques jours, les gens arrivent sur la place centrale. Voilà, des drapeaux sont sortis de partout. On a vu ces femmes qui allaient chercher des drapeaux qui étaient cachés sous les pavés de la ville, etc. Enfin, c'est quelque chose de fort. Honnêtement, ça donne un sens à un combat. Ouais. C'est pour ça et en fait, je trouve que Zelensky est très en phase avec ça.
C'est important, cette affaire. Il s'est révélé dans cette histoire-là. Tout le monde pouvait le traiter de clown, de ce qu'on veut, mais c'est pas joué. Derrière, on voyait sur des questions de sécurité. Moi, quand on le voyait tout à l'heure répondre à la question en disant les militaires prennent des risques, etc. Vous voyez, regardez, à l'étage au-dessus, derrière lui, il y a un balcon avec une personne, un civil, il n'y a même pas de protection derrière lui. Oui. Voilà, là, ils sont quand même à deux. Enfin, là, Zaloujny est juste derrière lui en train de saluer, là. Vous avez, grosso modo, les plus grands responsables de cette guerre qui prennent le risque d'aller sur le terrain alors que ils savent qu'ils sont à portée de canon, à portée de missile. Sans casque, sans gilet pare-balles. Et ça fait aussi partie, évidemment, C'est la classe. de cette symbolique que veut montrer le président Zelensky. Ces scènes de liesse, Charline, vous les avez vécues avec Axel Charles Messens depuis 3-4 jours maintenant. Mais il est important, dans la bouche de Volodymyr Zelensky, de dire que malgré ce qui s'est passé à Kherson, ce n'est pas le moment de faire une pause dans les combats. Au contraire, pas question de s'arrêter là. Et on sent qu'il a voulu dire que le combat devait reprendre aussi vite que possible. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui, ces mots très importants de Volodymyr Zelensky qui dit tout d'abord nous voulons la paix et qui ensuite dit pour cela il faudra que toutes les troupes russes se soient retirées de l'intégralité du territoire ukrainien, donc y compris la Crimée, dans la tête de Volodymyr Zelensky. Donc on imagine bien la suite des opérations qui continuent d'ailleurs parce qu'il y a eu des nouveaux tirs d'artillerie des deux côtés au niveau du Dniepr, dans des villages. Donc preuve que évidemment les combats ne cessent pas. Bien au contraire, il y avait cette interrogation sur la ville de Kherson où tout est paisible, tout est calme. Est-ce qu'il faut se méfier? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux combats? Est-ce que la Russie va tirer sur cette ville de Kherson? Ça, ce sont encore des interrogations. Et puis peut-être maintenant se tourner aussi un peu vers l'avenir. Qu'est-ce qu'il va se passer de cette nouvelle ligne de front? C'est vrai qu'il y a le Dniepr qui est désormais comme une frontière naturelle, très compliqué pour les Ukrainiens de la franchir. Il y a des mouvements de troupes des deux côtés, que ce soit côté Russie ou ukrainien, vers la zone de Zaporijjia avec peut-être la création de cette nouvelle ligne de front, un nouveau front, une nouvelle pression aussi de la part des Ukrainiens, les Russes, eux, qui se regroupent pour tenter de renforcer les lignes de défense qu'ils ont créées. Donc vous comprenez que oui, évidemment, on est en ce moment sur la libération de Kherson qui est évidemment extrêmement symbolique, mais désormais rien n'est terminé et les soldats qui se battaient sur son front de Kherson sont déjà repartis dans d'autres régions pour continuer les combats. Donc évidemment, pour l'instant, nous sommes comme dans un moment suspendu avec ces scènes de liesse, mais sur le front, eh bien, les explosions continuent, les tirs d'artillerie et ces soldats, que ce soit russes ou ukrainiens, qui sont toujours en plein milieu. Merci beaucoup, Charline Hurel. Général, quand on entend Charline nous parler de cet instant, on sent qu'on est après une victoire. Est-ce que ce sont toujours des moments comme ça, un petit peu de flottement, où on ne sait pas trop comment les choses vont se redéployer, de quel côté les choses vont basculer? Est-ce que c'est un classique? C'est un classique lorsqu'on n'est pas tout à fait pris dans la manœuvre proprement dite. Pour nous, ça nous semble aujourd'hui une opération qui est encore en cours, alors qu'elle est vraiment derrière eux pour les Ukrainiens, comme pour les Russes. Les Russes ne refranchiront pas le Dniepr dans les mois qui viennent. Les Ukrainiens, je ne m'avancerai pas sur ce que vont faire les Ukrainiens, mais vous savez, dans le fonctionnement d'un état-major, il me semble que le chef d'état-major ukrainien a une très grande expertise et expérience en la matière. Vous avez à la fois la préparation des combats en cours et vous avez la planification des opérations ultérieures. Vraiment en permanence. Et vous avez des cellules qui vraiment sont consacrées et dédiées, des centaines d'officiers ou des centaines d'officiers et de sous-officiers et de militaires du rang qui vont travailler sur la planification de l'ensemble des mécanismes permettant le déroulement des opérations ultérieures sans se soucier, entre guillemets, de ce qui se passe au quotidien. Et là, sur les histoires de bombardement, et j'ai écouté ce que disait très justement Charline Hurel, il reste forcément dans la population et dans les unités qui viennent d'arriver à Kherson la crainte et la peur de voir les bombardements se déclencher à nouveau, bombardements aveugles ou des bombardements ciblés, puisque les Russes ne sont que de l'autre côté du Dniepr. Ouais. La vérité, c'est que les Russes réfléchiront à 2 fois avant de le faire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si eux peuvent se permettre de bombarder par des tirs indirects, des tirs courbes, ils sont également à portée des équipements très modernes ukrainiens qui sont déployés et qui peuvent les prendre à partie. La seconde,
c'est qu'ils sont tenus à un axe. Il y a un seul axe, une très grande route, appelons ça une nationale, directe, très droite d'ailleurs, qui va de Kherson à la péninsule de Crimée. Les unités russes sont sur cet axe. Ouais. Et elles vont y être de plus en plus tenues, puisque, non pas le dégel, mais au contraire, les pluies d'automne vont rendre les abords de cet axe impraticables. Donc si elles se mettent à tirer, elles seront très facilement à la fois détectées dans leur tir et prises à partie. Moi, il me semble que cette partie du front, les Russes n'ont pas intérêt à entretenir le feu en direction de Kherson et de la zone de Kherson. Ils n'y ont pas intérêt, parce qu'ils vont avoir en retour, instantanément, la réponse du berger à la bergère, et que cette réponse est probablement en leur défaveur. Est-ce que du côté russe, Gali Ackerman, on sait si cette retraite tient de la débandade ou au contraire de la retraite relativement organisée, que les choses ont été reprises en main de ce côté-là, même si c'est un retrait de la part du général Sourovikine? Il y a beaucoup de choses que personnellement, peut-être parce que je ne suis pas militaire, que je ne comprends pas, parce que maintenant, a posteriori, on dit que ce retrait a commencé le 22 octobre. Ouais. C'est-à-dire que ça a continué pratiquement pendant 3 semaines. Ouais. Est-ce que ça a été partiellement déguisé avec l'évacuation de la population civile? Probablement. Mais il fallait quand même évacuer 20 à 30 000 personnes. Je crois que toute cette masse, c'était un peu difficile de la faire fondre parmi les vieilles dames, les enfants et les femmes. Mais c'était peut-être ça le sens de l'annonce de l'évacuation des civils. En réalité, le but était d'évacuer les soldats russes. Probablement. Ensuite, ils disent quand même, on sait qu'ils ont abandonné une partie des équipements militaires. On a vu déjà ça. Mais eux, ils disent qu'ils ont tout évacué. Je suppose qu'ils ont quand même évacué peut-être une partie. Comment ça a été déguisé? Il me semble, c'est le général Trinquant qui, sur cette antenne, en a parlé, qu'il y a eu peut-être une sorte d'accord entre les Russes et les Ukrainiens au niveau des militaires. Vous nous permettez d'évacuer et nous, on ne tire pas. Ouais. Quelque chose comme ça. Ça me paraît quand même assez logique, mais je laisse quand même les experts se prononcer. Ensuite, il y a encore, par exemple, Prigojine, le chef des milices Wagner, disait, mais littéralement 2 ou 3 jours avant la chute de Kherson, il disait que ces hommes étaient dans la ville. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est encore une intox? Est-ce qu'il y a encore peut-être des militaires déguisés en civils qui sont restés en ville? Il paraît que les Ukrainiens en ont attrapé un. Oui, c'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas pour sûr. Remarque du général. Oui, je partage tout à fait votre avis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ouais. On les saura un jour, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a certainement des accords qui, probablement, ont été mis en œuvre. Ça se fait, quoi, entre militaires. Voilà, on se met d'accord sur ces questions-là. Je ne sais pas si ça se fait, mais nous avons d'autres exemples dans l'histoire de situations un peu comparables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la chute de Kherson, c'est un succès absolument considérable. Ouais. C'est un vrai succès. Kherson n'est pas seulement un symbole. Mais pour les Russes, ce qui aurait été véritablement un tsunami, ça aurait été de voir leur corps expéditionnaire, ce que nous appelons le corps expéditionnaire depuis très longtemps, ces 20-30 000 hommes, le chiffre n'a que très peu d'importance. Se faire prendre. Se faire prendre. Ouais. Être soit tué, soit blessé, soit prisonnier. Donc là, vous avez probablement la prise de conscience par les Russes. Et depuis le début, nous disons que les Russes n'ont pas tout à fait la même conception de la vie humaine que nous pouvons l'avoir dans nos grands pays démocratiques. Mais là, ils ont pris conscience que ce tsunami était infiniment plus désastreux. Les conséquences de ce tsunami d'un corps expéditionnaire qui se faisait prendre, puisque Kherson était indéfendable, absolument indéfendable, aurait été véritablement quelque chose d'extraordinairement dangereux pour le régime. Alors, ça n'a